Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le 7 septembre 1940, en fin d'après-midi, 300 bombardiers allemands et un nombre égal d'avions de chasse faisaient leur apparition dans le ciel de Londres et à la stupéfaction générale, ils larguaient sur la ville leur cargaison de bombes. Ce raid allait changer le ton de la bataille aérienne qui se déroulait au-dessus de l'Angleterre depuis juillet 40. Jusque-là, seuls les objectifs militaires et les objectifs stratégiques avaient été attaqués. À partir de ce jour tragique du 7 septembre, les populations civiles des villes les plus importantes de Grande-Bretagne devinrent des objectifs stratégiques par la volonté de Hitler et de Göring. Il faut savoir que dans les 3 mois qui ont suivi, 13 339 civils britanniques ont perdu la vie à l'issue de ces bombardements dramatiques. Mais Londres, la capitale qu'il fallait martyriser pour l'exemple, tint bon, ce qui fit écrire à Winston Churchill dans ses mémoires « Londres ressemblait à un animal préhistorique, capable de recevoir sans broncher des coups terribles et qui, mutilé, saignant par 1000 blessures, persistait cependant à se mouvoir et à vivre. » La bataille d'Angleterre, le film réalisé par Guy Hamilton en 1969, est une reconstitution qui étonne par sa grandeur, par sa sobriété, mais aussi par son réalisme, une véritable page d'histoire. 50 ans après, nous avons réuni à Liège 4 acteurs directs de ces événements et un historien. Peter Townsend, entré à la Royal Air Force en 1935, il la quitte en 1956 au grade de colonel. Le 3 février 40, il abat le premier avion allemand au-dessus de l'Angleterre. Il sera par la suite lui-même abattu 2 fois, blessé, et sa conduite exemplaire à la tête de la 85e escadrille de chasse lui vaudra d'être distingué entre tous par le roi George VI qui l'appelle à son service à la fonction d'écuyer. Peter Townsend est entré en littérature en 1969 avec un remarquable ouvrage consacré à la période qui nous concerne. Son titre RAF contre Luftwaffe, un duel d'aigle. Cet ouvrage était suivi d'un autre ouvrage intitulé Duel dans la nuit. Et pour ceux que la littérature de Peter Townsend intéresse, nous rappellerons qu'il est aussi l'auteur d'un étonnant livre consacré à George VI et qui porte le titre Le Dernier Empereur. Duel d'aigle, vous disais-je, en mai 1940, Julius Meinberg avait 23 ans. Il était lieutenant à la Luftwaffe et il participe évidemment à la campagne de France ainsi qu'à la bataille d'Angleterre. Et il continuera toute la guerre de 40-45 aux commandes de son avion, avec beaucoup de chance, faut-il le dire, puisqu'il ne survivra à cette guerre, après avoir participé à la campagne d'Afrique et à la défense du Reich dans les dernières années, dans les derniers mois de la campagne 40-45. Il a quitté la Luftwaffe au grade de major. Roger Malengro est un des 29 pilotes belges qui ont participé à cette bataille d'Angleterre, qui ont préféré la lutte à la captivité. Et il faut signaler que 7 de ses camarades ont perdu la vie au cours des combats pour la défense du sol britannique entre juillet et décembre 40. Denis Abercroft termina sa carrière au grade de capitaine dans l'armée britannique. En septembre 40, il était sergent du Royal Engineer, le génie britannique, et il était dépêché sur Londres avec son unité pour être affecté à des opérations de déminage, de bombes non explosées et parfois aussi de secours aux civils à l'occasion des bombardements. François Bédarida est historien, spécialiste de l'histoire d'Angleterre. Il dirige au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, l'Institut d'histoire du temps présent. Et il a signé dans la collection La mémoire du siècle un ouvrage d'histoire, de réflexion et de synthèse intitulé La bataille d'Angleterre et souvent une vue originale sur ce conflit. Avec nous pour nous dire leur réaction, 5 élèves pilotes de la force aérienne belge. 3 sont déjà sous-lieutenants, ils ont terminé leurs études à l'école royale militaire. Il s'agit des sous-lieutenants Van Keel, Rons et De Taille. 2 ne sont encore que sergents, mais ils deviendront officiers puisqu'ils sont candidats officiers. Il s'agit des sergents Hensen et Borzé. Ils nous feront part de leur réaction. Pierre Kroll, quant à lui, est aux commandes de son poste de caricaturiste. Il nous dira comment il voit et comment il traduit en caricature acerbe notre débat. Patrick Delamal, lui, se trouve au téléphone avec son équipe. Nous sommes à Liège ce soir, 041 41 42 42. Il enregistre vos questions auxquelles nous répondrons, nous efforcerons de répondre dans 2 heures. Place à l'histoire, la bataille d'Angleterre, Guy Hamilton.
page d'histoire et probablement un des premiers tournants de la guerre 40-45. Qui étaient ces hommes qui se livraient de tels duels? Quel était leur sens du sacrifice? D'où tenait-il ce sens du sacrifice? Comment les Anglais ont-ils trouvé cette énergie de la riposte? Vos questions sont très nombreuses et nous y répondrons dans quelques instants. Nous sommes maintenant revenus sur antenne, du moins je l'espère, car je n'ai pas de retour pour l'instant, qu'on me fascine si je suis sur antenne, mais enfin je fais comme si j'y étais tout à fait. Vos questions sont extrêmement nombreuses et dans quelques secondes nous allons passer à notre standard téléphonique, mais une première question à trois de nos invités qui étaient des acteurs de cette bataille d'Angleterre. Peter Townsend, revoir ce film, ça vous amène à repenser à ce qui se passait il y a 50 ans, jour pour jour. Quel était votre sentiment, le 1er octobre 1940? Rien n'a changé. Le film a bien représenté. Seulement pour moi, 50 ans plus tard, il y a trop d'explosions, trop de casse, trop de morts, etc. En fait, c'est la réalité. Il y avait autant d'explosions, autant de casse et autant de morts. Oui, c'est vrai. Et vous déplorez qu'il y ait eu tant de victimes, probablement. Oui, surtout des victimes civiles. Les femmes et les enfants n'y sont pour rien. Et je regrette également qu'il y ait eu tant de jeunes tués, parce que c'était de part et d'autre, côté allemand, côté britannique, des jeunes passionnés d'aviation qui ont été amenés à s'entretuer. Monsieur Meinberg, vous étiez, vous, pilote à la Luftwaffe. De revoir ce film, ça vous replonge dans les souvenirs de vos 23 ans. C'est un moment difficile de votre existence, cette attaque sur l'Angleterre? Eh bien, je ne peux pas le dire ainsi. Je suis d'accord avec M. Peter Townsend. Nous nous trouvions dans la même situation. Et lorsqu'une telle affaire est passée et qu'on y réfléchit, qu'on y songe après coup, on regrette beaucoup ce qui s'est passé et on regrette évidemment que beaucoup de jeunes ont dû mourir et que la population civile a dû souffrir de plus en plus d'une telle chose. À ce moment, à l'époque, on pensait que par une attaque aérienne, on pourrait provoquer une décision dans cette guerre, mais c'était une grosse erreur. Monsieur Malengro, vous étiez, vous, parmi ces 29 jeunes Belges qui avaient pu regagner l'Angleterre. Est-ce que vous avez eu l'impression de participer à un tournant de l'histoire de la guerre en vous battant dans le ciel de Londres? J'ai eu cette impression pratiquement dès le début. Mais ça s'est passé d'une manière assez calme, assez amicale. C'est le moral dans les escadrilles, certainement soutenu par le public et par les politiciens, qui a fait que tout d'un coup, j'avais l'impression que je vivais dans un autre monde. Un monde qui ne perdait pas l'espoir, un monde qui avait un moral de fer. Ça, c'est ma première impression en 1940. Eh bien, nous allons immédiatement à notre centrale téléphonique. Je vous le disais tout à l'heure, les questions sont extrêmement nombreuses. Et Patrick Delamal nous les résume. À vous, Patrick. Mais oui, Christian, et puis je vais d'abord poser deux types de questions qui sont parmi les plus nombreuses. Et tout d'abord des questions plus historiques qui concernent l'origine de cette bataille. Pourquoi les Allemands ont-ils changé de tactique et soudainement attaqué les objectifs civils? Une question qui revient souvent. Et une question subsidiaire, si on veut, cela n'a-t-il pas finalement soulagé les militaires anglais qui avaient auparavant beaucoup d'avions détruits au sol lorsque les Allemands se contentaient d'attaquer des objectifs militaires? Alors ce qui intéresse le plus nos téléspectateurs, c'est évidemment les pilotes. Ils ont déjà parlé chacun à leur tour, ceux qui ont été directement en prise directe dans cette bataille. Beaucoup de questions sur leur état d'esprit dans chaque camp à l'époque de la bataille d'Angleterre, sur leur motivation. Beaucoup de questions aussi sur leur résistance. Comment pouvaient-ils tenir le coup? Se droguaient-ils avant d'aller au combat? C'est une question qui revient souvent. Alors, puisque vous avez sur votre plateau des ennemis d'hier, une question qui revient aussi, comment se regardent-ils aujourd'hui? Ressentent-ils toujours de la haine les uns pour les autres? Puis des questions qui s'adressent plus directement à M. Meinberg, l'aviateur allemand. Quel est son sentiment 50 ans après? A-t-il un sentiment de culpabilité ou a-t-il simplement l'impression d'avoir fait son devoir?
Je laisse, merci Patrick. Je laisse la question à M. Meinberg, justement. Elle est directe pour vous, M. Meinberg. Est-ce que les aviateurs allemands, dans leur ensemble, après la défaite, ont eu l'impression qu'ils étaient coupables de quelque chose? Après quelle défaite? Donc après 1940 Après la bataille d'Angleterre et peut-être même après 1944. Bon, tout d'abord, en 1940, après les batailles aériennes, on a eu une pause, un petit moment de répit. Et à ce moment-là, nous avons lutté chasseurs contre chasseurs. À ce moment-là, je n'avais pas encore vu de bombardier. Deuxième question, en ce qui concerne 1944, en tant que soldat, et croyant qu'il faut lutter pour la patrie, qu'il faut défendre la patrie, on le fait. Et on supporte pas mal de choses. Et à l'époque, on n'était pas engagé politiquement, ou très peu. Deuxième question pour vous, M. Meinberg. Est-ce que lorsque vous voliez au-dessus de Londres en escortant les bombardiers, est-ce que vous saviez que ces avions bombardaient des populations civiles? Je ne le savais pas. Mais lors d'une guerre, il y a toujours l'escalation. Et on ne peut pas ici faire quelqu'un le bouc émissaire de l'un de l'autre fait. Ça ne se fait pas. Non, mais enfin, nous répondons aux questions, essayons de répondre aux questions des spectateurs. Et moi, je crois qu'il faut d'abord vous remercier d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir et de témoigner au nom de l'histoire, disons. Ça, c'est fondamental. Justement, sur l'origine de la bataille, Monsieur Bédarida, vous êtes historien spécialisé. Comment, dans la bataille d'Angleterre et dans l'histoire de l'Angleterre, comment peut-on expliquer que Hitler, ayant obtenu l'avantage de la campagne de France, se trouvant au bord des plages de la Manche, n'ait pas pu exploiter son avantage plus vite et envahir l'Angleterre immédiatement, puisque tel était, semble-t-il, son objectif? Et justement, c'est la rapidité de la victoire sur la France qui explique la difficulté dans laquelle s'est trouvé le commandement allemand au début de juillet 40, car les Allemands n'avaient pas prévu que la victoire sur la France serait si rapide et si totale. Donc il n'y avait pas de plan de guerre, il y avait quelques préparatifs qui avaient été faits par l'état-major de la marine en vue d'un débarquement en Angleterre, mais c'était apparemment une hypothèse d'école. Donc il a fallu que, en début de juillet 40, le commandement allemand révise sa stratégie et improvise un plan qui était très compliqué, puisqu'il s'agissait non seulement de détruire la RAF dans le ciel, mais il s'agissait d'opérer un débarquement en Angleterre, ce qui était une opération encore plus risquée. Déjà, le problème de la RAF était essentiel comme préalable, puisqu'il n'était pas question pour l'Allemagne, qui n'avait pas la maîtrise des mers, de tenter la traversée de la Manche sans la maîtrise totale du ciel. Mais en outre, il y avait des problèmes techniques considérables que la marine allemande, la Kriegsmarine, a immédiatement fait valoir auprès de Hitler. Ce qui fait que Hitler a hésité sur les plans à suivre, et ces hésitations du commandement allemand expliquent en grande partie les erreurs commises. Et pourtant, Peter Townsend, on peut dire que après Dunkerque, il n'y a plus pratiquement d'aviation britannique, et que si Hitler avait continué son offensive, je crois qu'il restait en tout et pour tout une trentaine d'escadrilles pour défendre les îles britanniques. Oui, excusez-moi. Les Anglais ont perdu beaucoup d'avions et de pilotes, et du côté bombardement et du côté chasse, pendant la bataille de France. Mais à un moment donné, le commandant en chef anglais, le maréchal de l'air, Dowding, a dit assez. Il a expliqué à Churchill, et Churchill n'a pas voulu accepter, parce que les Français, naturellement, demandaient que les Anglais envoient davantage d'avions de chasse. Mais Dowding, qui a compris très bien la situation, s'est dit que la dernière bataille va avoir lieu dans le ciel d'Angleterre. Donc,
il ne faut pas envoyer davantage d'avions de chasse. Et je ne sais pas combien d'escadrons, d'escadrilles restaient en Angleterre à la fin de la bataille de France, mais il y en avait assez peu. Bien, je vous rappelle ce que vous écrivez dans votre ouvrage. Je crois que Dowding estimait qu'il fallait 52 escadrilles au minimum pour défendre les îles britanniques. Et il devait en rester une trentaine. Parce que Churchill en avait encore envoyé quelques-unes en dernière ressource. Maintenant, sur les motivations des pilotes. Monsieur Malengro, quelle motivation a-t-on lorsqu'on a 20 ans et qu'on veut devenir pilote de chasse? D'abord, vous n'étiez pas, vous, pilote de chasse, vous étiez à l'observation aérienne, et vous voilà plongé dans cette grande mêlée. Avec quelle motivation? En ce qui concerne les Belges là-bas, la motivation première, c'était de soutenir notre pays. Nous sommes partis là-bas parce qu'il y avait encore un espoir en Grande-Bretagne que la guerre soit gagnée. Au fond, c'est ça qui nous a poussé à quelques-uns à partir pour la Grande-Bretagne en dépit des ordres formels qui avaient été donnés. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons trouvé, comme je l'ai dit tout à l'heure, un moral tellement élevé, tellement naturel, que la petite dépression qu'on avait subie, si je puis dire, en Belgique et en France, est tout de suite passée. Nous avons été pris dans le milieu, nous avons vécu dans le milieu. Et là, je dois dire une fois encore que je dois remercier nos camarades britanniques qui nous ont accueillis, alors que nous ne parlions que très peu l'anglais. Et en tout cas, en ce qui me concerne 2 ou 3 autres, pour nous, la chasse était inconnue. Nous étions des navigateurs, nous étions l'armée plutôt que de faire de la chasse. Or, c'est une tactique, une technique tout à fait différente que nous avons dû apprendre. Et nous l'avons apprise sur rapidement, le tas. apparemment. Sur le tas, grâce à nos amis anglais qui, en ce sens, nous ont sauvé la vie. Même question pour le major Meinberg. Est-ce que vous avez eu l'impression, lorsque vous étiez envoyé vers l'Angleterre, que cette guerre se terminerait très vite et que vous aviez une chance de gagner? Nous sommes en septembre 40. Après Dunkerque, on aurait pu avoir l'impression que ça se terminerait assez vite. On n'a pas compris en fait pourquoi ce saut vers l'Angleterre n'a pas été entrepris. Et si l'on considère la fête du point de vue actuel, on peut constater qu'il y a eu des raisons idéologiques peut-être du côté de M. Hitler, qui, à ce moment-là, ne savait pas très bien ce qu'il voulait. Il espérait peut-être la paix avec l'Angleterre. Je ne sais pas en juger vraiment, mais je crois que ça a pu être possible. Vous dites quelque chose d'intéressant, M. Meinberg. Vous dites, nous ne pouvions pas juger de la politique qui était autour de nous, et c'est vrai pour tous les pilotes. Il y avait donc des hommes d'État qui prenaient des décisions, et vous n'étiez peut-être pas toujours tous au courant de ce qui se passait, M. Townsend? Sûrement pas. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait au plus haut niveau. Mais je crois qu'il y a une chose intéressante dans l'esprit d'Hitler. Hitler, croyez-le ou non, avait beaucoup d'admiration pour les Anglais. Il voyait en eux des frères nordiques et il ne voulait pas, il l'a dit d'ailleurs, il ne voulait pas détruire l'Angleterre, ni l'Empire britannique. Il voulait faire une bonne occasion. Lui resterait maître d'Europe et les Anglais garderaient leur empire. Et c'était le 19 juillet 1940 qu'Hitler a fait appel aux Anglais en leur proposant la paix, une paix honorable. Et c'était le soir, je suppose, de Berlin. Et ce soir-là, en Angleterre, les journaux du soir et la BBC ont dit un non massif aux propos d'Hitler. Je crois que pour éclairer ce qui pouvait se produire dans
dans vos esprits. Vous, M. Meinberg, vous, M. Malengro, vous, M. Townsend, il faut regarder ces élèves pilotes qui sont derrière vous, qui sont des élèves pilotes de la force aérienne belge et qui ont à peu près l'âge que vous aviez, tous les trois, en 1940. Par exemple, le sous-lieutenant de taille, vous imaginez, vous, un jour, d'être embarqué, vous faites de l'aviation, pourquoi maintenant? Pour l'aviation? Oui, par amour de l'aviation, comme le disait M. Townsend tout à l'heure. Apparemment, ça doit être une motivation fort répandue, c'est une passion pour l'aviation. Mais est-ce que vous pensez, vous, les jeunes, que peut-être un jour, et peut-être pas lointain, plaise au ciel que ce jour n'arrive jamais, vous puissiez être embarqué dans un conflit et devenir les nouveaux Townsend, les nouveaux Malengro, les nouveaux Meinberg de l'aviation moderne? Disons que c'est un risque. On imagine mal ce que ça pourrait être réellement. Mais on ne l'envisage pas dans les discussions courantes. Mais je ne sais pas très bien quelle serait notre réaction face à un problème pareil. C'est un peu ce qu'on retrouve dans votre ouvrage. Oui, je crois que c'est jeune, si je peux dire, mais lui, il vient de me dire qu'il a 24 ans. Moi, pendant la bataille d'Angleterre, j'avais 25 ans, j'étais commandant d'escadrille, mais j'étais un vieux croulant. Il y avait des garçons de 19 ans, 20 ans, 21 ans, qui venaient d'ailleurs de la Nouvelle-Zélande, du Canada, de l'Afrique du Sud, qui était alors membre du Commonwealth. Mais je crois qu'on ne pensait pas beaucoup. On avait un seul but, c'était, excusez-moi, mais de bouter, comme on a dit de Jeanne d'Arc, et comme elle a fait aux Anglais au XVe siècle. On n'avait qu'un seul but, c'était de bouter les Allemands dehors. Ils n'avaient pas le droit de se promener dans notre ciel. Excusez-moi, mais c'était notre sentiment. Alors, nous allons essayer de revoir si notre centrale téléphonique nous envoie, notre dispatching, pour rester dans un terme approprié, une nouvelle rafale de questions. Patrick? Oui, Christian, d'abord des questions qui concernent le rôle des Belges. Et un petit mot de M. Malengro qui a titillé l'oreille des téléspectateurs. Et c'est des questions qui concernent la désobéissance des Belges vis-à-vis des autorités belges, des pilotes belges qui sont engagés dans la RAF. Ils ont donc désobéi à des ordres reçus. Quels ordres étaient-ils réellement considérés comme des déserteurs par l'État belge? Alors, beaucoup de questions aussi qui concernent les équipements dans la bataille. Quels étaient les meilleurs avions de part et d'autre engagés dans cette bataille d'Angleterre? Alors aussi une question, comment les Anglais et aussi les Allemands ont-ils pu construire autant d'avions alors que l'industrie devait être, c'est l'avis de certains téléspectateurs, paralysée? Autre question aussi, celle sur le rôle du radar. A-t-il joué un rôle décisif? Il semble qu'il en ait effectivement joué un du côté des Anglais. Est-ce que ça veut dire que les Allemands n'en possédaient pas? Pourquoi? Alors, aussi une petite question qui vient d'un téléspectateur qui était à Londres en septembre 1939 et qui a vu au-dessus de la ville un certain nombre de ballons captifs qui étaient, semble-t-il, destinés à empêcher les avions ennemis ou à les gêner considérablement. Est-ce que cette tactique a été payante? Eh bien voilà, je crois que c'est une bonne formule, de nombreuses interventions téléphoniques et des réponses brèves et précises. Monsieur Malengro, pilote belge, vous étiez effectivement en état de désobéissance. Quels étaient vos ordres au moment de la capitulation de l'armée belge? Effectivement, notre escadrille a fait retraite sans avion vers la France, où nous avons été cantonnés. Quand l'Allemagne a signé l'armistice avec la France, il y a eu 4 jours entre l'armistice avec la France et l'armistice avec l'Italie. Quand l'armistice avec l'Allemagne a été signé, entre la France et l'Allemagne a été signé, nous étions en territoire français et les Français ont dit que la guerre, pour ceux qui étaient là, était terminée. Et j'ai reçu personnellement, en ce qui concerne mon escadrille, des instructions comme quoi nous étions bloqués au cantonnement. Je dois dire que c'était des instructions absolument fermes, donc il est évident que nous avons désobéi. D'un autre côté, je me rends compte que si, personnellement, moi ou d'autres, n'avaient pas désobéi, nous serions probablement prisonniers de guerre et
je me considérais déjà là-bas comme un prisonnier de guerre puisque je ne pouvais pas bouger du cantonnement et que nous n'avions plus d'armes. Or, à l'école militaire, on nous a toujours appris que le premier devoir d'un prisonnier de guerre, c'est d'essayer de s'échapper. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, est-ce que j'ai enfreint les lois militaires? Là, il n'y en a pas de doute. Est-ce que j'ai été déserteur? Ça, c'est une autre chose qui n'a jamais été résolue. Je sais simplement qu'on ne nous l'a pas reproché après la guerre. Il n'aurait plus manqué que cela. À propos de la qualité des avions, Monsieur Meinberg, vous voliez sur un Messerschmitt 109. C'est le meilleur avion. Oui, c'était c'est le meilleur. Oui, j'ai donc volé sur un Messerschmitt B109 et le Focke-Wulf 190. Donc c'était en fait l'autre modèle qui a été mis en action dans cette bataille près du canal. Et on me demande souvent lequel des deux était le meilleur. J'ai volé sur une 109 de 1939 à 49 et la 109 de 39 était tout à fait différente de celle de 45. Donc la force du moteur était tout à fait différente. On passait de 1000 à 2000 chevaux par exemple. Vous parliez de la qualité. Oui. Le Messerschmitt était un appareil très excellent. Au départ, évidemment, c'était le meilleur appareil. Ensuite, il y a eu le Spitfire qui était mieux. Et puis, il y avait le 109 qui était mieux encore. Donc, il y avait là un changement continu, en fait. Et, somme toute, ça dépendait un peu du pilote. Mais là, nous sommes peut-être dans l'absurde de la situation. Le major Meinberg volait sur son Messerschmitt 109 en ayant l'impression peut-être d'être invincible, en tout cas d'avoir un bon outil. Et vous étiez sur votre Hurricane en ayant l'impression que vous aviez le meilleur outil du monde. Ça fait beaucoup de casse, tout ça. Oui, c'était un outil excellent. Et je suis toujours obligé, dans ces entretiens, ces discussions, de rappeler à tout le monde que le Hurricane, pendant la bataille d'Angleterre, a descendu beaucoup plus d'avions ennemis que le Spitfire. Une raison, il n'y avait plus de Hurricane, il y avait 25 escadrilles de Hurricane et 19 de Spitfire. Il y en avait d'autres, le Defiant, le Blenheim, etc. Mais le Hurricane n'était pas un avion aussi rapide que le Messerschmitt 109, ni aussi rapide que le Spit. Mais il était très, très maniable. Et souvent, les Messerschmitt descendaient. Ils étaient très méchants, les Messerschmitt. Il fallait faire très attention aux Messerschmitt. Mais ils descendaient et souvent, ils passaient devant nous en grimpant. Exactement qu'on demandait, parce qu'on tournait facilement derrière, on tirait et ça y était. Le Spit était moins robuste que le Hurricane, mais plus rapide et à peu près aussi maniable. Seulement, nous devons peut-être à la vérité de dire que les pilotes des Messerschmitt 109 n'avaient pas une grande autonomie de vol au-dessus de l'Angleterre. C'est très vrai, oui. Et de même, c'est parfaitement vrai. Je crois qu'ils avaient 15 minutes au-dessus de Londres. Et j'allais dire, Dieu sait, mais eux savent mieux que Dieu peut-être que de nombreux Messerschmitt ont été obligés d'atterrir en catastrophe sur les plages françaises parce qu'ils étaient à court de carburant. Même chose pour le Spit, par exemple, au-dessus de Dunkerque. C'est ça. Alors la question est pour M. Meinberg. Lorsque vous partez en mission avec le Messerschmitt et que vous savez que vous devez montre en main ne pas rester plus d'un quart d'heure au-dessus de Londres, ça vous angoisse? Non, cela m'angoisse, ou cela ne nous angoissait pas vraiment, mais on n'avait pas non plus ce sentiment de supériorité dont il était question tout à l'heure. On
reconnaissaient très bien la qualité des autres avions, ceux des ennemis. L'art, en fait, était de surprendre l'autre dans la mesure du possible et de s'y approcher le plus possible, sans être repéré. C'était donc vraiment une chasse à l'époque. Et lorsque nous étions à Dunkerque et que nous passions à Londres, nous étions assez rapprochés et nous pourrions monter 4 à 5 fois par jour et puis revenir pour refaire le plein. Et ce n'était que beaucoup plus tard qu'il y a eu des réservoirs d'essence supplémentaires. En fait, on ne pouvait rester que 40 à 50 minutes dans le ciel et puis il y avait le petit voyant rouge qui s'allumait, il fallait retourner. J'étais à Le Havre également et là c'était donc 125 km pour traverser le petit ruisseau comme nous disions et puis 125 km de retour également, donc c'était des distances assez considérables. Au départ, on employait même des Stuka 87, ce qui était en fait de la folie, parce que nous ne pouvions pas vraiment protéger ces avions très vulnérables. Il fallait retourner avant et ces Stuka, donc tout compte fait, ont été descendus en masse par les Anglais, de sorte que l'utilisation de ces avions a dû être supprimée plus tard. D'ailleurs, monsieur, je ne sais pas si c'est Peter Townsend ou monsieur Bédarida qui relate l'anecdote, 2 pilotes allemands étant reçus par Göring. Göring leur demande ce qu'il peut faire pour eux et il leur dit « donnez-nous des hurricanes », ce qui résume bien. On en arrive à l'industrie de guerre, monsieur Bédarida. Excusez-moi, oui. De Spitfire, encore. De Spitfire. Oui. C'était le général Adolf Galland. Eh bien, industrie de guerre, monsieur Bédarida, comment peut-on imaginer, et ça pensez-vous qu'il écrivait, vous écrivez qu'au lendemain de la bataille d'Angleterre, malgré toutes les pertes, les 2 forces aériennes ont pratiquement encore les mêmes effectifs en avions. Ça veut dire que l'industrie de guerre a continué à fabriquer. Comment tournait cette industrie de guerre britannique? Eh bien, l'industrie de guerre britannique tournait pas mal du tout, puisque dès décembre 1939, la production aéronautique britannique avait largement dépassé la production aéronautique allemande. Les Allemands avaient pris une grande avance entre 1935 et 1938, mais ils avaient relâché leur effort en 1939 et au contraire les Anglais, à partir du moment où ils ont pris conscience du danger allemand et en dépit de la politique d'appeasement, ont accéléré la production aéronautique. Un nouveau facteur s'est ajouté en 1940, c'est l'arrivée d'un personnage haut en couleur, qui est Lord Beaverbrook, qui a été nommé par Churchill ministre de la production aéronautique et qui a encore plus activé la fabrication des avions, en particulier de la chasse. Car une des caractéristiques aussi de cette production britannique, c'est que pendant longtemps, elle avait mis l'accent sur le bombardement et à partir de 1937-38, il y a un changement de politique et on développe les chasseurs, ce qui va sauver l'Angleterre en 1940, puisque désormais il y a un fighter command, c'est-à-dire un commandement de la chasse qui sera opératoire face aux attaques allemandes. Un point d'histoire qui me paraît important, mais il ne faut pas faire un débat d'historien au sens technique du terme. Important à souligner, c'est que, si je ne m'abuse, après le traité de Versailles, la jeune République de Weimar n'avait plus le droit d'avoir de force aérienne. Et ça, c'est un problème. Absolument. Oui. Comment peut-on expliquer qu'en 20 ans, ils aient pu avoir des pilotes formés par milliers et une force aérienne aussi importante? C'est même pas en 20 ans, c'est à partir de 1935 quand il rétablit la Luftwaffe. Mais auparavant, il y avait eu ce qu'on peut appeler des tricheries dans l'application du traité. Il y avait beaucoup d'aéroclubs, il y avait beaucoup de formations de pilotes qui, sous couleur de sport, faisaient une formation qui va les entraîner pour l'aviation militaire. Il y avait d'autres qui avaient été formés en Union soviétique, puisqu'il y avait d'assez bonnes relations entre l'Allemagne et l'Union soviétique entre 1922 et l'arrivée de Hitler au pouvoir.
Donc on avait contourné le traité de Versailles et la Luftwaffe enrôle des jeunes qui sont les uns des patriotes intransigeants, d'autres des nazis, et ainsi il y a une armée de l'air qui se bâtit très vite. Et puis n'oubliez pas une autre chose, c'est l'intervention en Espagne. Car cette aviation avait sur la RAF un avantage, cette aviation allemande, c'est qu'elle s'était entraînée dans la guerre d'Espagne, avait imaginé des tactiques de formation, avait pratiqué la chasse et le bombardement, on songe à Guernica, et donc une grande partie, notamment des cadres, étaient déjà très bien entraînés. En outre, ils avaient fonctionné en Pologne, ils avaient fonctionné en France, donc c'était des équipages très performants. Alors assez paradoxalement, alors que l'Allemagne, dites-vous, pratique la tricherie au traité, par contre, en Grande-Bretagne, on peut savoir que vers 1922, il était ni plus ni moins question que de supprimer la force aérienne britannique. Non, pas question. À cette époque, 1922, la Royal Air Force avait exactement le 1er avril, date bien choisie. C'était parce que le projet de loi était passé ce jour-là, approuvé ce jour-là. La Royal Air Force avait 4 ans. C'était la première force aérienne au monde indépendante. Mais j'ai pas eu quand même des débats politiques de savoir si on la maintenait ou si on la... C'était parce que Lord Trenchard, qui était un grand commandant pendant la Première Guerre mondiale, lui voyait très clair. Il voyait que les marins étaient là pour naviguer leurs bateaux, les soldats étaient là pour conduire leurs chars, etc. Mais la profession d'aviateur était tout à fait autre. Et il y avait beaucoup de jalousie de la part de la marine et de l'armée anglaise. Mais Trenchard a insisté et finalement le Parlement a donné son accord pour la formation de la Royal Air Force 1er avril 1918. Mais si jamais le Parlement n'avait pas donné son accord, le sort de l'histoire aurait changé. Je crois bien, oui. On nous appelle de notre centrale téléphonique, mais nous allons entrer en contact immédiatement. Mais il nous reste 2 questions qu'on pourrait englober. Les Anglais possédaient des installations radars, les Allemands en avaient-ils? Et quel fut le rôle des ballons captifs? Je vous donne encore la parole, Peter Townsend. Vous aviez des radars, c'est vrai, vous aviez aussi des ballons captifs. Donc vous étiez mieux que les Allemands à ce niveau-là? Peut-être les ballons, mais ils étaient très dangereux pour nous aussi. Mais le radar, je dirais, et je crois que j'ai raison, que le radar allemand, techniquement, était meilleur que le nôtre. Mais c'était un Allemand, Hochmeier, j'oublie son nom, mais en 1904, déjà il avait prouvé qu'il était possible de recevoir des signaux d'un objet métallique. Mais le problème chez les Anglais, c'était de détecter les avions qui avançaient sur les îles britanniques. Les Allemands, comme je vous l'ai dit, avaient un radar mécaniquement, techniquement meilleur, mais les Allemands se sont dit Blitzkrieg, guerre éclair, ce sera terminé en 6 semaines, 2 mois, nous n'aurons pas besoin d'un radar pour notre défense. Tandis que les Anglais, de leur côté, avaient inventé, si vous voulez, un système de radar de défense côtière, de radar relié par téléphone au commandement de la chasse et puis dispersé au groupe de la chasse et finalement le contrôleur à la base appelait le pilote, les chefs d'escadrille dans l'air. C'était un système très élaboré et qui marchait parfaitement bien. Vous aviez combien de préavis sur l'arrivée sur Londres, par exemple? Combien de temps aviez-vous pour décoller et pour rencontrer les premières escadres ennemies? C'est très difficile de généraliser. Parfois, on arrivait en retard, mais
là encore, nous n'en savions rien. Tout ça appartenait aux côtés des contrôleurs, des chefs à terre. On les appelait parfois des pingouins parce que ils n'avaient pas, qu'est-ce qu'on disait, ils n'avaient pas d'ailes et ils ne savaient pas voler. Donc vous étiez vraiment, et l'image a souvent été utilisée comme des chevaliers du Moyen-Âge qui s'affrontaient face à face. Oui, c'est ça, comme un chauffeur de taxi à Liège ou à Paris ou à Londres, n'est-ce pas? Sa base, si vous voulez, l'appelle et lui dit d'aller dans un sens à telle longitude, telle latitude et la rencontre. C'est ça. Eh bien, le téléphone, nous avons aussi une base logistique, c'est notre centrale téléphonique. Patrick? Et oui, Christian, alors des questions qui concernent, puisqu'on a parlé maintenant des avions, de la façon dont on les produisait, des questions qui concernent les pilotes. Beaucoup de téléspectateurs se posent la question de savoir quel était leur temps de formation et comment on pouvait former autant de pilotes en si peu de temps. Des questions aussi sur le repos dont ils disposaient, parce que M. Meinberg expliquait qu'il pouvait décoller 4-5 fois par jour, mais combien de temps pouvait-il tenir à ce rythme-là? Alors aussi tout un ensemble de questions qui ne concernent plus les pilotes, qui sont un peu les héros, mais les civils et les victimes civiles à Londres, combien en a-t-il eu? Et également le rôle des civils dans la bataille d'Angleterre elle-même. Les civils, nous dit-on, ont beaucoup souffert aussi après la bataille d'Angleterre. En effet, les Allemands ont continué à bombarder Londres. Les mois d'hiver furent particulièrement pénibles. C'est une réfugiée belge à Londres qui le dit. Alors également sur le rôle des civils dans la défense de Londres, il y avait dans les habitants des gens qui jouaient un grand rôle. Également, côté des pilotes, il y avait ce qu'on appelait la dépense passive. Alors en quoi est-ce que cela consistait exactement? Merci Patrick. Alors sur le temps de formation, je pense que M. Malengro nous a déjà dit en combien de jours il est passé à l'école à Hurricane. En combien de jours votre formation? 5 à 6 jours. 5 à 6 jours. C'est évidemment peu d'instructeurs, fatalement. Il y avait beaucoup de pilotes qui étaient en opération et en fait, c'est les heures de vol qui comptaient, non pas la formation. La formation, on l'a obtenue. Pardonnez-moi d'être indiscret, M. Malengro. Est-ce que vous n'avez pas un peu triché à la visite médicale? Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est exact. Donc ça veut dire qu'on n'était pas si regardant. Vous avez un tout petit problème de vision, pas un problème de vision, c'est ça. Astigmatisme, pour être précis. Bon, maintenant, allez, je m'adresse au sous-lieutenant Van Keer. J'imagine que lorsqu'on veut entrer à la force aérienne et qu'on ne sait pas avoir 10 sur 10 avec chaque œil et même 20 sur 10, on ne devient jamais pilote. Non. On doit passer 3 jours à EV, à un examen médical. Et alors là, 3 complets jours. Vous pouvez me dire ce qu'il y a sur ma feuille, ou à peu près? Oh, à peu près. Comment est-ce qu'on explique ça, Peter Townsend? J'ai presque envie de vous dire, ces pilotes finalement, excusez-moi, je ne veux pas être méprisant, mais c'était de la chair à canon, pour qu'on envoie des jeunes aussi vite et aussi rapidement, excusez-moi l'expression, au casse-pipe. Il n'y avait pas d'autre choix. C'est très triste, mais dans l'escadrille dont j'ai pris le commandement en mai 40, l'escadrille a été très endommagée, si je peux dire, en France. Et nous avons reçu de jeunes pilotes qui avaient, comme disait le jeune type dans le film, ils avaient 7 heures, 10 heures sur type, on disait, c'est-à-dire le type Hurricane. Je vais faire une question tout à fait personnelle. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez déjà un ancêtre, vous aviez 26 ans, vous étiez un ancêtre. Et quand vous voyez arriver ces jeunes pilotes dans votre escadrille, est-ce que quelque part vous vous disiez je vais conduire ces gens à la mort certaine? Non, je ne me le suis pas dit. Mais je crois que les pilotes de chasse, c'est un peu comme les oiseaux. On se pose, moi qui aime beaucoup les oiseaux, enfin ceux qui volent, mais il y en a d'autres. Mais on se pose parfois la question, comment est-ce que les oiseaux s'entreparlent? Et même chose avec les avions de chasse, on avait la radio, mais parfois il y avait un jeune pilote en difficulté et on ne pouvait rien faire pour l'aider. Il était seul dans son petit cockpit, son habitacle, et comme son commandant ou bien son chef de patrouille. Mais le tout était de rester ensemble. Et s'il y avait un jeune pilote qui traînait derrière, alors arrivaient les méchants Messerschmitt
et ils sautaient dessus. Mais j'imagine que c'était vrai, l'inverse était vrai pour les pilotes de la chasse allemande. Rester groupir, comme on dit. Oui, mais le rôle de la chasse allemande et de notre chasse était différent. Parce que eux étaient des escortes, n'est-ce pas, des bombardiers, tandis que nous, c'était la défense pure et simple. Il fallait... C'était les chasseurs. C'est ça. Il fallait, nos ordres étaient de détruire l'ennemi, c'est tout. Pas de compter combien on avait descendu, ce qu'on a fait souvent, mais... Toute petite question, est-ce que le chef d'escadrille est responsable? Est-ce qu'il rend des comptes sur ses pertes au combat? Est-ce que quand il rentre et qu'il a perdu 4 équipiers, 4 jeunes, est-ce qu'on lui fait des reproches ou est-ce qu'on considère que la vie est comme ça et que la guerre est comme ça? Non, c'était comme ça. On était peut-être en train de parler avec un jeune camarade, comme nous parlons maintenant. L'alarme, on part, on grimpe, c'est le combat, on rentre au sol et puis lui n'est plus là. Mais l'action était telle, on était, si je peux dire, c'est pas très joli, mais on était dans un sens drogué par l'action. Si l'action baissait, alors on commençait à penser et peut-être même avoir peur. Il y a une question sur la drogue tout à l'heure. On raconte que les pilotes recevaient des médicaments pour... Jamais. Jamais, vous êtes formel? Il y avait pour les équipages de bombardiers, ils avaient quand même un kit de survie. Oui, oui. Mais pas de drogue, monsieur Malambro, pas de produits dopants. Jamais. Ni d'alcool. Oui, ça j'imagine. Oui. Dans la chasse allemande, pas de produits qui stimulent... Eh bien, nous avions notre approvisionnement également, qui contenait de la pervitine, une substance donc qui excite physiquement pour permettre de pouvoir subir une situation de stress plus longtemps. Mais pendant tout le temps que moi j'ai passé à la Luftwaffe, j'ai jamais pris une dose de pervitine. Tout à l'heure, on parlait du radar. Eh bien là, je voudrais encore dire 2-3 mots. Je suis convaincu, d'après ce que j'ai vécu, que les Anglais étaient beaucoup plus loin dans l'application du radar en 1940, car à la fin de l'année 1940, nous étions tout le temps surpris de Spitfire qui s'amenait en meilleure formation, en bonne situation, et on ne pouvait pas s'expliquer comment cela se faisait qu'ils s'amenaient d'une situation vraiment très favorable. Lorsque nous passions par exemple à l'Isle of Wight, l'île de Wight, nous y passions souvent. Au mois de novembre 1940, la situation était telle que nous ne pouvions pas nous rapprocher de l'Angleterre sans être repérés. Et au début, c'était vraiment inexplicable pour nous. Merci. Alors, question également sur les victimes civiles. Là, quelques chiffres peut-être, Monsieur Bédarida. Combien de victimes civiles pendant le Blitz? Je vous prends peut-être au dépourvu, mais vous les citez dans votre ouvrage. Si vous ne les savez pas, je les ai. Je ne peux citer que de mémoire. Alors, on peut dire, d'ailleurs, je crois que vous en aviez parlé tout à l'heure, environ 15 à 20 000 morts pendant la période de septembre à décembre. Et en effet, le Blitz a duré jusqu'en mai 1941, moment où toute la Luftwaffe pivote pour aller sur le front russe, et donc les bombardements sur Londres cessent au milieu de mai. Là, ça représente environ 40 000 morts. Mais pour l'ensemble de l'Angleterre. Pour avoir un ordre de grandeur, c'est le nombre de morts d'un seul bombardement anglo-américain sur Hambourg en juillet 1943. Oui, c'est une tragique réalité. Je crois qu'il faut rappeler ce genre de choses. Mais moins que le jour de la bataille de Waterloo, je crois qu'il y avait 50 000. Oui. C'est pas très agréable de comparer ces chiffres, oui, mais en tout cas, la défense aérienne fonctionnait bien. Justement. Je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, bien sûr, 50 ans après,
on voit le coût humain. D'autre part, dans l'atmosphère de concorde européenne, on peut discuter de tout cela d'une manière beaucoup plus humanisée, mais il faut se rappeler l'enjeu en 1940. L'enjeu était un enjeu de vie ou de mort pour l'Europe, pas seulement pour l'Angleterre. C'était de savoir si un système de domination abominable qui était l'entreprise nazie allait dominer l'Europe ou si elle allait s'arrêter devant l'Angleterre qui, en défendant sa liberté, défendait celle du monde. Churchill a rendu hommage à ce petit nombre d'hommes dont le sort d'un aussi grand nombre a dépendu, mais néanmoins il faut peut-être essayer de voir ce qu'était la réaction de la population britannique. Monsieur Abercroft, vous étiez vous dans les troupes de génie, vous vous êtes trouvé à Londres vers le 9 septembre 1940, vous avez été affecté à des opérations de déminage, j'explique, c'est-à-dire enlever des bombes n'explosez pas. Quel était le climat? Comment la population londonienne supportait-elle ces premiers raids? Le moral de la population était très bon. Presque toute la nation avait été mobilisée. Par exemple, les gens travaillaient, ils faisaient le travail normal pendant la journée. Le soir, beaucoup de gens avaient une deuxième occupation dans des forces de protection civile. Il étaient des volontaires. Il y avait aussi des membres plein temps. Tout le monde il faisait ce qu'il fallait. C'est cela. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu le sentiment de dire à un moment donné, arrêtons cette guerre, négocions avec les Allemands, Churchill se trompe? Non, jamais. Non, jamais. On ne parlait jamais de la question de fête. Pourtant, vous dites, M. Bédarida, dans un de vos ouvrages, qu'il y avait un shadow cabinet qui aurait pu, lui, qui était prêt à négocier avec les Allemands. Ah mais ça c'est autre chose. C'est en effet dans le personnel politique en Angleterre, il y avait des gens qui, considérant que la défaite française avait enlevé à la Grande-Bretagne son arme sur le continent, son armée sur le continent, considéraient donc qu'on ne gagnerait pas la guerre et qu'il fallait trouver un accommodement, d'où l'idée de faire comme avaient fait les Français. On parlait même de Lloyd George comme le Pétain britannique. Tout ça c'est vrai, mais là on parlait d'autre chose puisqu'il s'agissait du moral de la population. Je dirais cependant que dans une ville comme Londres, il y avait eu d'abord des évacuations, il y avait aussi beaucoup de gens qui repartaient le soir dans la très très grande banlieue pour être à l'abri. Et puis, si le moral a tenu pour l'essentiel, et là de ce point de vue le calcul Göring et de Hitler a été déjoué, puisqu'on n'est pas arrivé à briser le moral de la population, il y a eu quand même des fléchissements. On a vu tout à l'heure dans le film l'aviation allemande arriver sur le quartier des docks. Eh bien, à West Ham, par exemple, il y a eu des scènes de panique. Mais ceci est resté limité. Il ne faut donc pas voir une légende dorée, il faut voir les choses telles qu'elles se sont passées. Ce qui compte sur le plan stratégique, c'est que le calcul qui visait par le bombardement à casser le moral des Anglais a échoué. Vous voulez dire le moral de la population, vous en avez été le témoin, monsieur Abercroft. Oui. Par exemple, est-ce que les salles de spectacle continuaient à fonctionner? Est-ce que les cinémas étaient toujours ouverts? Est-ce que les pubs étaient ouverts? Oui, les cinémas et les pubs, les cafés étaient toujours ouverts.
sinon pas avait été détruit par des bombes. Mais alors, à la moindre alerte, tout le monde se précipitait dans le métro. Il y avait beaucoup de gens qui passaient la nuit sur les quais des stations du métro, surtout des familles, des enfants, des femmes. Mais aussi des gens qui vivaient, on peut dire, normalement. Hein. Business as usual. Oui, c'est ça, vous avez le travail normalement. Et vous, les pilotes, vous saviez quelle était la situation au sol à Londres, par exemple, ou à Coventry, ou à Birmingham? Oui, là, on savait. Et tout simplement, en quelques mots, pour moi, pilote, sans les civils, nous n'aurions jamais gagné. Pourquoi? Parce que c'est eux qui s'ils avaient paniqué réellement, et s'ils avaient imploré la paix, c'était fini. Nous, il nous arrivait d'avoir les outils, les Spitfire et les Hurricane, les outils très, excusez-moi, mais très utiles. Mais eux étaient complètement sans armes. Et je crois que le public, il faut rendre hommage au public allemand, qui ont tenu pendant des années lors des bombardements alliés. Ah oui, qui était plus terrible encore. Oui. Mais non, moi je salue le public britannique parce qu'ils ont tenu soit à Londres, soit à Glasgow, Édimbourg, Bristol, etc., qui ont été terriblement ravagés par les bombardements. Une question pour nos jeunes candidats pilotes avant un retour au téléphone. Est-ce que ces images de guerre, est-ce que ces images de destruction vous amène à réfléchir différemment à votre choix de carrière? Je m'adresse au sergent Hensen. Eh ben, je vais prendre mon exemple personnel. En fait, lorsque je suis rentré à l'armée, lorsque j'ai décidé de devenir élève pilote, c'était un rêve d'enfance. En fait, je crois que pour tous mes collègues, c'est exactement la même chose. Lorsque j'ai décidé d'être élève pilote et avant de signer mon contrat, j'ai bien réfléchi et je me suis dit oui, il pourrait y avoir peut-être dans le futur un conflit, que ce soit un conflit en Europe ou on peut parler du cas actuel, un conflit en Irak. Qui n'est pas si loin que ça, c'est vrai? Oui, on n'est pas si loin que ça. Et puis je me suis dit, oui, si ça arrive, il va falloir que j'obéisse à certains ordres et peut-être aller me battre. Mais bon, j'ai choisi un métier. Je suis élève officier et je crois que, bon, je suis évidemment rentré à l'armée parce que je veux voler, mais je suis aussi élève officier, je dois aussi obéir aux ordres. En cas de guerre, je me mettrai au service de la patrie comme chaque pilote le ferait, je pense. Est-ce que c'est une idée qu'on peut encore faire passer facilement aujourd'hui parce que vous êtes quand même, entre guillemets, exceptionnel? Pas mal de jeunes gens de votre âge n'ont pas ce sens de la patrie, n'ont pas ce sens de l'abnégation. C'est un peu, excusez-moi l'expression, j'essaie de vous provoquer, c'est peut-être un peu démodé au XXe siècle à l'heure de l'Europe de dire j'ai le sens de ma patrie. C'est une question. On peut dire que j'ai le sens de la patrie, oui. J'aime ma famille en fait. Ma famille c'est la Belgique et si jamais elle est attaquée, je crois que c'est dans le devoir de chaque jeune de la défendre. C'est un fait moi qui est tout à fait normal. Bon, je suis rentré à l'armée parce que je veux absolument devenir pilote, recevoir mes ailes et peut-être plus tard j'aurai la chance de voler sur un jet. Mais je l'ai dit tout à l'heure, si je peux voler, je volerai. S'il y a une guerre, je défendrai ma patrie. Ce que les autres jeunes pensent, nous sommes au XXe siècle, ça évolue. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Certaines personnes sont à l'armée pour un hobby, d'autres le sont parce qu'ils sont purement militaires, ou alors d'autres ne veulent pas aller à l'armée parce qu'ils trouvent ça démodé. Monsieur Malengro, vous retrouvez vos 20 ans dans ce qui vient d'être dit? Oui, j'ai vécu à peu près les mêmes moments que notre jeune camarade ici. On y pense avant de rentrer, sinon c'est un risque inutile. Pour le major Meinberg, est-ce que entrer à la Luftwaffe, et ce n'est pas un procès que je vous fais, c'est une question d'information, est-ce que tous ces jeunes officiers qui entraient à la Luftwaffe en 1938-39 comme vous avaient le sentiment de défendre leur patrie? Personne ne l'attaquait. J'étais en fait dans la même situation que le jeune collègue. En fait, je me suis fait les mêmes réflexions.
Un chasseur, par exemple, c'est en fait un drôle de mélange entre une personne euphorique, donc un chasseur euphorique, fou de la volonté de vouloir, et du soldat de l'autre côté. Si on a choisi la profession de soldat, eh bien, on s'y tient et on agit en tant que soldat dans l'infanterie, la cavalerie, peu importe, il n'y a pas de différence. J'ai déjà dit au départ que nous n'avions pas d'avis politique, tout d'abord, et puis on parlait de la haine aussi tout à l'heure. En fait, je dois dire que nous n'avons jamais ressenti de la haine, ni contre un Anglais, ni contre un Français ou un Russe. Au contraire. Les grands événements qui ont marqué ma vie à ce moment-là, ou un peu après, c'était que après la guerre, je me suis rendu en France et j'ai constaté, voilà, il y a des familles ici aussi, comme il y en a chez nous en Allemagne. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, parce qu'on était complètement renfermés, on ne pouvait pas sortir ailleurs. Et d'une perspective quotidienne, on ne peut plus s'imaginer tout ça. Est-ce que vous pensiez que le Reich en 1938-1939, allait s'engager dans une guerre de conquête, d'abord vers l'Est, je pense à la Pologne, et puis vers la Tchécoslovaquie, c'était la libération des frères de race. Mais la Pologne d'une part, et puis la conquête, vous pensiez que ces guerres étaient possibles ? Eh bien, tout cela, en fait, c'est un développement, une évolution qu'on ne peut pas décrire, résumer dans quelques mots. Hitler, en fait, n'aurait jamais eu ce pouvoir s'il n'y avait pas eu cette humiliation après le traité de Versailles, après la Première Guerre mondiale, et s'il n'y avait pas eu cette crise économique mondiale. Tout ça, en fait, a joué en sa faveur. On ne peut pas dire aujourd'hui. Ou disons, on ne peut pas parler de faute de quelqu'un, d'une personne ou d'une autre. Moi, je suis né en Allemagne, il y en a d'autres qui étaient nés en France. Tout le monde aime sa patrie, aime sa famille, et tout le monde croit défendre la bonne cause. Merci, M. Meinberg. Téléphone, Patrick. Oui, Christian, peut-être pour embrayer sur les questions que vous posiez aux jeunes pilotes, seulement pour signaler que de nombreux téléspectateurs se posent les mêmes questions que vous. Quelles sont les motivations des jeunes pilotes belges lorsqu'ils s'engagent? N'ont-ils pas peur d'une guerre future et de perdre leur vie en pleine jeunesse? Alors des questions plus techniques, ils ne volent pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'heures de vol pour cause d'économie. Alors est-ce qu'ils sont réellement prêts en cas de conflit? Évidemment, tous les téléspectateurs pensent par exemple à la guerre du Golfe. Et puis pour en revenir peut-être à la bataille d'Angleterre elle-même, plusieurs questions sur les nationalités qui composaient la RAF. Y avait-il une escadrille tchèque, une escadrille polonaise ou plusieurs, une escadrille belge, ou bien les pilotes de différentes nationalités étaient-ils mélangés? Y avait-il des difficultés d'intégration pour ces étrangers? Est-ce que les Anglais les acceptaient volontiers? Et puis il y a eu beaucoup de questions sur les Polonais qui, semble-t-il, ont payé un lourd tribut lors de cette bataille. Merci Patrick. Alors, je comprends que des questions soient posées à nos jeunes invités candidats pilotes, mais je crois que nous ne pouvons pas demander à des sous-lieutenants ou sergents de la force aérienne belge de porter des jugements et des attitudes sur les mesures d'économie, sur la stratégie développée par l'autorité militaire. Ce serait un autre débat et nous ne pouvons pas les mettre en porte-à-faux et les amener à prendre position. Je le prends sur moi de le dire et je crois que ce serait un mauvais débat que de leur dire est-ce que vous pensez que vous êtes prêts? Ils ne sont pas encore prêts, ils ne sont pas encore pilotes parce que si on est un rien observateur, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas encore les ailes sur la vareuse. Ce sont des jeunes gens qui ont choisi une carrière et qui sont en écolage. Maintenant, pour ce qui est des nationalités à la RAF, comment est-il arrivé, Peter Townsend, que les Britanniques, qui sont quand même très jaloux de leurs prérogatives, aient accepté que des étrangers, dans un premier temps, puissent devenir pilotes dans leur propre aviation? C'était pas courant quand même, ça. Si ce n'était pas courant, ça devenait très courant. Et les Anglais, les Britanniques étaient ravis de voir ces jeunes pilotes et autres courageux qui ont pris des risques épouvantables pour venir nous aider. Pendant la bataille d'Angleterre, il n'y avait pas dans mon escadrille des continentaux, si vous voulez. Mais par la suite, j'avais un très bon ami belge qui malheureusement est décédé, mais lui est devenu commandant
d'une escadrille anglaise. Et un autre jeune Français qui a été affecté à mon escadrille en octobre, à la fin de la bataille, lui est mort au-dessus de Dieppe, les plages françaises, à la tête d'une escadrille anglaise. Donc nous n'étions pas fiers, enfin nous étions s'il méritait de commander une de nos escadrilles, soit, tant mieux. Mais pourtant, dans le film, il y a un passage à propos des pilotes polonais. Apparemment, ils ne s'installent pas facilement dans l'ordre de bataille britannique. Oui, ça c'est une autre question. La langue anglaise, je trouve que plus on dit, si un étranger dit que la langue anglaise est facile, je trouve que plus on dit ça, plus on parle mal l'anglais. Oui, ces deux jeunes Français qui étaient chez nous avaient beaucoup de difficultés avec la langue anglaise. Et nous étions une escadrille de chasse de nuit. Le Blitz avait commencé le bombardement nocturne. Et c'est pour cette raison-là, qu'ils ont été affectés à une autre escadrille. Parce qu'on est seul la nuit, on doit tout comprendre à la radio, et eux ne comprenaient pas. Et les pauvres Polonais, que je salue, ils étaient formidables, mais ils avaient beaucoup de difficultés, je crois, avec la langue. Et vous avez appris assez vite. Je crois que vous avez appris l'anglais beaucoup plus vite que les Anglais ont appris le français, non? Je veux dire, j'ai appris très vite. J'ai appris ce qu'il fallait apprendre très vite, parce qu'on n'a pas le choix. Vous parliez de qu'on était dans une escadrille anglaise comme nouvelle arrivée, comme étranger. Je dois avouer que après 8 jours, je n'étais plus un étranger dans l'escadrille. J'étais un des leurs. Et ça, c'est ce qui fait la force de l'escadrille, la force d'une nation aussi, c'est qu'ils ont tout de suite adopté les gens qui les avaient adoptés pour des raisons peut-être personnelles, pour des raisons patriotiques. C'était sans problème lorsque vous êtes arrivé par un détour par l'Espagne, si je suis bien informé. Il y a eu une erreur dans un journal. J'ai eu la chance de ne pas devoir passer par l'Espagne grâce à la Marine royale britannique. Vous avez embarqué sur un vaisseau britannique. Ils vous ont laissé embarquer sans problème? Sur un canot britannique. Ils ne vous ont pas pris sur le vaisseau? Et alors on nous a conduits vers un convoi britannique qui passait au large de la Méditerranée. Et vous étiez en uniforme belge à ce moment-là? Et ils vous ont pris sans difficulté? Non, il y a eu, il faut reconnaître que nous avions un ambassadeur à Londres qui était absolument merveilleux, Cartier de Marchienne, et qu'il était aidé par un capitaine de l'armée belge qui s'appelait De Zomer et qui a très rapidement saisi la situation. Il a pris les contacts qu'il fallait avec le ministère de l'Air et c'est comme ça qu'en moins de 15 jours, nous étions officiers dans la Royal Air Force. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu la moindre réaction de la part des Britanniques qui nous soit défavorable. Alors une question des téléspectateurs nous dit, y a-t-il une école de pilotage allemande et une école de pilotage anglaise? Je crois pouvoir dire, est-ce qu'il y avait une méthode de pilotage allemande et une méthode anglaise? Alors monsieur, vous avez l'impression que vous pilotiez différemment? Monsieur Meinberg. Oui, les chasseurs au départ avaient une méthode tout à fait différente des autres forces aériennes. Mölders avait donc introduit une méthode de vol ouverte qu'il avait reprise de l'Espagne et qu'on a appliquée lors des premières attaques. Et cela faisait qu'on était en fait plus mobile que les formations ennemies. Mais tout ça s'est modifié très rapidement vers le milieu de 1940 parce qu'à ce moment-là, les Anglais ont adopté la même méthode que nous.
Eh bien, nous parlions l'allemand à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde parle l'anglais. Et le langage, en fait, n'était pas très bien compréhensible des deux côtés, quoi. Disons, on ne se comprenait pas très bien. Nous appelions les Alliés les Indiens. Et eux, ils nous appelaient les Bandits. C'était en fait des petites amicalités qui étaient échangées à l'époque. Monsieur Thompson, une autre tactique, une autre technique britannique? Oui, mais je crois qu'il faut quand même tenir compte du fait que les Allemands étaient à l'offensive et nous défendions notre ciel. Donc il fallait qu'on reste assez proches les uns des autres parce que une attaque de face, ce que nous avons adopté, c'était une manœuvre assez désespérée. Mais là, il fallait lancer l'escadrille ensemble contre la formation de bombardiers. Mais il est vrai, au début, certaines escadrilles volaient, nous disions en VIC, comme un V, comme ça. Et ça, c'était complètement inutile, parce que le type à droite, il devait regarder son chef à gauche, et le type à gauche devait regarder son chef qui était à sa droite. Dans mon escadrille, nous volions en formation assez ouverte, mais quand même assez compacte pour, quand le moment arrivait, pour se lancer ensemble contre les bombardiers. Une question pour M. Abercroft. Toutes ces opérations de déminage de bombes dans l'ombre étaient nombreuses, donc ça voulait dire que pas mal de bombes allemandes n'explosaient pas? Pendant les 4 mois que j'étais occupé dans le désamorcement des bombes, nous avons désamorcé environ 120 bombes non explosées. Il y a 2 types de bombes non explosées. Des bombes à retardement, des vraies bombes à retardement, et des bombes qui n'ont pas fonctionné, qui mal fonctionné. Dans ma unité, j'avais 32 hommes pour ce travail de 4 mois. Je veux dire que j'ai perdu 7 de ces hommes pendant cette période. Tous les 7 au même temps, c'est un seul accident. Et en même temps, nous avons perdu 2 officiers et un autre sergent et un inspecteur de police. Mais c'était une bombe piégée qui a explosé. Nous arrivons lentement à la fin de cette émission. Et la question vaut pour tous les acteurs, c'est la question de la peur. Vous avez dû travailler, M. Abercroft, sur des bombes qui risquaient d'exploser. Est-ce que la peur existe ou est-ce qu'on oublie que cette bombe peut vous exploser dans les mains? Si, la peur existait, mais on avait trop de travail à faire, de vraiment avoir peur. Mais pas le temps d'avoir peur? Ah non, on a trop de travail. Est-ce que, M. Meinberg, vers la fin du mois de septembre, lorsque vous avez pu vous rendre compte que vos raids sur l'Angleterre devenaient extrêmement dangereux, est-ce que vous avez connu la peur? Est-ce que vous avez souhaité que ces opérations s'arrêtent? Non, on ne connaissait pas la peur en fait. Mais de voir ces équipiers, de voir partir en formation, de voir des avions en flammes, de voir des bombardiers qui s'écrasaient, ça ne provoquait pas chez vous un sentiment d'effroi?
Ce qu'on a vu aujourd'hui dans ce film, ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Pendant ces centaines de fois que j'ai effectué, j'ai peut-être vu 5 avions qui explosaient. Et ces avions n'explosaient pas vraiment, disons, ils ne brûlaient pas aussi vite que dans le film. Lorsqu'on volait, on faisait en fait avec l'avion. On se fondait avec l'avion. C'était quelque chose, cet avion, qui donnait beaucoup de bonheur en fait, parce que c'était pas toujours pour attaquer quelqu'un d'autre qu'on montait dans l'avion. Et on vivait en fait dans un monde tout à fait différent. Je crois que les chasseurs anglais ont ressenti la même chose. On avait notre unité, on avait notre valeur, on vivait d'un jour à l'autre. On a passé avec l'élan de jeunesse des hauts et des bas. Tout à fait, mais nous qui sommes des civils, nous qui sommes des journalistes ou des historiens qui se penchent sur la réalité, j'ai quand même été moins consterné de voir le nombre de victimes, pilotes dans les deux camps. Je crois que c'est par centaines finalement que des jeunes hommes ont été tués. La peur n'existait pas chez vous, Peter Townsend? Non, je suis tout à fait d'accord avec mon ami allemand et mon ami anglais aussi. On n'avait pas le temps. Comme je disais tout à l'heure, on était high sur l'action. Je ne sais pas comment dire en français, mais on était, je n'aime pas le mot, mais on était drogué par l'action. Dopé, disons. Dopé, c'est ça. Et tant que l'action ne diminuait pas, difficile de croire peut-être, mais on n'avait pas peur. Est-ce que vous connaissez des pilotes qui vous auraient dit à un moment donné qu'ils refusaient de voler ou qu'ils souhaitaient ne plus voler? Je me souviens d'un pilote qui a été abattu, très grièvement blessé. Il était brûlé. Très souvent, puisqu'on ne portait pas des lunettes, souvent elles étaient là. Le masque était là, il était brûlé partout, les mains, les bras. Et je suis allé le voir à l'hôpital. Il a terminé dans un asile de fous. Et il était là au lit. Et il m'a montré, ses mains étaient comme des griffes. Il était brûlé partout, il riait, il a trouvé ça très drôle. Et quand il est rentré à l'escadrille, je l'ai suivi, sa carrière, n'est-ce pas? Mais il était évident qu'il n'avait pas encore ce qu'il fallait pour faire face à l'ennemi. Donc on l'a relâché pendant un certain temps. Et puis finalement, il a été tué en 1944 à la tête d'une escadrille de chasse. Je vous remercie de ce témoignage, M. Townsend, parce qu'il montre quand même que même si vous aviez tous 20 ans et si vous aviez du courage à revendre, ce métier était quand même un métier extrêmement dangereux. Et ce témoignage que vous nous faites sur les horribles blessures de ce jeune pilote nous montre aussi finalement l'horreur de la guerre, car il ne faudrait pas oublier, en clôturant ce débat, que la guerre reste une horreur. Et je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que maintenant, bravo pour l'aviation, non à la guerre, ça me paraît qui peut paraître tout à fait évident. Lundi prochain, d'abord, vous avez un rendez-vous avec l'RTBF dimanche prochain avec l'opération 48-80-00. Vous savez que nous attendons nombreux pour aider cette grande œuvre de charité et de solidarité. Lundi prochain, vous retrouverez Françoise Van de Mortel pour un autre écran témoin. Elle vous conduira dans le monde de la justice avec un film au titre anglais, Jagged Edge, à double tranchant. Sur son plateau, des avocats de grand renom qui viendront parler de leur passion d'être avocat, de la réalité de leur métier, de l'acharnement qu'ils mettent à défendre parfois des causes difficiles. Et les invités présents vous montreront que ces causes sont parfois difficiles puisqu'on annonce la présence de Jacques Vergens, avocat de Barbie, et d'autres ténors du barreau de Bruxelles qui ont défendu des gens qui étaient parfois pas très recommandables, bandits de grand chemin, mais les droits restent à la défense. C'est le rendez-vous que vous fixe Françoise Van de Mortel. Nous allons voir maintenant comment Pierre Kroll a traduit notre débat sur la bataille d'Angleterre par ses caricatures. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous à dans 15 jours pour un écran témoin qui sera consacré à la répression de l'incivisme en Belgique à partir de 1945. Bonsoir.
Louis Bastin voit le jour à La Louvière en 1920. La mécanique et l'aviation l'ont toujours attiré. Après des études secondaires, sa décision est prise, il sera pilote. Je me rappellerai, j'ai fait mes études à l'Institut Saint-Joseph d'Elle-Louvière. Et quand on est reparti avec mes parents, mon père conduisait sa Minerva, et je lui ai demandé de passer par la base de Nivelles. Et on est passé où des avions qui étaient déférés Farfly. J'ai demandé à mon père d'arrêter sa voiture. J'ai regardé pendant quoi, 10 minutes. Et en remontant dans la bagnole, j'ai dit à mon père, ça, c'est mon métier. J'avais 12 ans et ça a été mon métier. Louis est entraîné selon les standards de l'aviation belge à Wevelgem jusqu'à la fameuse date du 10 mai 1940. Après la campagne des 18 jours, l'armée belge est éparpillée en Belgique et en France. Ceux qui, au moment de la capitulation, se trouvent encore sur le sol national sont faits prisonniers par les Allemands. Mais il y a parmi eux quelques officiers de ce que l'on appelle encore l'aéronautique belge qui refusent de se soumettre à l'ennemi. Le chaos qui règne à ce moment permet quelques évasions. Robert Lomans fait partie d'un contingent qui est évacué vers l'Afrique avant la capitulation pour parachever l'entraînement. À l'école de pilotage de Wevelgem, son parrain d'unité était le regretté Binchois, Jean de Rave, fusillé par les nazis en 1942 pour espionnage. Lomans côtoie aussi Louis Bastin. C'était avant la guerre, c'était à l'entrée de l'école de pilotage à Wevelgem. Il y était déjà, je pense que lui a dû entrer au printemps. Moi, je suis entré le 1er septembre 1939. Et donc, lui volait déjà quand moi j'ai débuté. Il faisait partie de la 80e promotion et moi donc de la... Il y avait une autre promotion aussi, la 81e. C'était juste avant la guerre, donc la force aérienne qui s'appelait l'aéronautique militaire à ce temps-là recrutait beaucoup de candidats pilotes parce qu'ils pensaient bien en avoir besoin. Robert et Louis ne se reverront plus avant la fin de la guerre. Le 1er juin 1942, la formation de Lomans est accrochée par des Focke-Wulf du 3 JG-26, les Top Guns de la Luftwaffe. Parmi les opposants du 350 squadron belge se trouvent alors deux as, le commandeur Pips Priller, 101 victoires, et son ailier, le lieutenant Johann Eisleitner, 12 victoires. Le Focke-Wulf était légèrement plus rapide que le Spitfire que je pilotais à cette époque-là, était le Spitfire 5, qui était moins puissant que le 9 qui finalement a combattu à armes égales avec le Focke-Wulf. Et finalement, comme il y a plusieurs Allemands qui se sont acharnés sur moi, ça s'est mal terminé. Mon avion était en feu, presque incontrôlable, alors j'ai sauté en parachute. Et à ce moment-là, on était au-dessus de la mer, évidemment. Et je suis resté 3 jours en mer avant de dériver vers la Belgique de nouveau. Et j'ai été capturé par un patrouilleur allemand et ramené à Nieuport, figurez-vous. Donc je suis rentré en Belgique d'une façon assez pitoyable. Le brave Bobby Lomans terminera la guerre en captivité au célèbre Stalag 3 à Sagan, rendu légendaire par le film La Grande Évasion. Au même moment, Louis Bastin troque son uniforme contre un costume civil et se dirige vers la France. Pour Louis Bastin, c'est ensuite la traversée des Pyrénées et l'arrivée en Espagne. Arrêté par la Guardia Civile, le Louviérois va passer de prison en prison, étape trop bien connue de tous ceux entrés clandestinement au pays de Franco à cette période. On s'est fait arrêter à Barcelone, et puis on est allé en prison, ça s'appelait comment? La Carcelo Modelo de Barcelona. Et on y restait quoi, une quinzaine de jours avant d'être amené à Miranda de Ebro. Et là, nous avons rencontré beaucoup de
des Polonais, beaucoup de Polonais qui étaient déjà là-bas. Il y avait des Belges, il y avait pas mal de Belges, et il y avait quelques Français, parce que si les Français se faisaient prendre en Espagne, les Espagnols les remettaient aux forces françaises de l'autre côté de la Pyrénée. Et alors il y en avait un qui était très amusant, il s'appelait Sermola, je me rappellerai toujours de ça. Il était sur le bord là, on lui dit, écoute, dis que tu es belge. Et alors il avait regardé, on sait, ah ben je suis belge, il déclare qu'il était belge aux autorités espagnoles. Et on lui dit, mais vous parlez le flamand? Ah bon, je ne connais pas le flamand, je connais que le français. Avec quelques compagnons, Louis parvient à quitter Miranda et l'exode se poursuit. En 1942, il atteint Gibraltar et signe son engagement dans les forces belges en Grande-Bretagne. Transféré à Londres, les pilotes belges découvrent les joies de la Patriotic School, une institution visant à débusquer les agents ennemis infiltrés parmi les nouveaux arrivants. Et on nous interrogeait, et d'après les renseignements qu'ils avaient, ils savaient qui était Louis Bastin. Ils connaissaient même mon père. Ils savaient la carrière de mon père qui s'était évadé en 1914. C'était fantastique. Et ils avaient des renseignements sur environ 1,5 milliard d'individus. Et ce n'était pas à la machine à écrire. Ça, c'était tous des documents. Vraiment, c'était un espionnage merveilleux. Il y en a plusieurs qui ont voulu passer également par cette école, Patriotic School. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, eh bien, ils ont été en prison. Parce que c'était des types qui étaient habillés normalement, mais qui parlaient très très bien l'espagnol et l'anglais, et qui étaient sans doute des espions qui voulaient prendre pied donc sur le Royaume-Uni. Une longue période d'entraînement doit familiariser Louis Bastin avec les méthodes de combat. En novembre 1944, le Louviérois termine enfin son écolage et intègre la 198e escadrille, une unité qui vole sur monoplace Typhoon, un monstre de 7 tonnes développant 2400 chevaux, équipé de 4 canons de 20 mm et de roquettes. Ces avions spécialisés dans les attaques au sol ont pour mission de bousiller les chars ennemis aux Pays-Bas et en Allemagne, mais aussi de détruire les rampes de lancement des V1 et de V2. Avant de faire une offensive, bien souvent, sur les côtés de la route, nous avions comme mission de balayer avec des roquettes et de tirer pour que les Britanniques et les Polonais qui étaient dans l'armée de flanc gauche, on arrive à prendre plus facilement des points spéciaux. Mais il y avait énormément de difficultés avec ces missions, parce qu'on devait faire des piquets avec beaucoup de précision et essayer de descendre et surtout d'attaquer les chars d'assaut, etc. Si la chasse allemande a virtuellement disparu du ciel sur le front occidental, ces missions ne sont pas sans risque. De nombreux pilotes sont victimes de la flaque ou d'incidents techniques. Louis sera ainsi un jour confronté à une panne de moteur en rentrant à la base de Gilserijen, aux Pays-Bas. Oh, je m'en suis servi, oui. J'ai eu la possibilité, avant de toucher, de me cracher dans le bois de sapin, j'ai eu la chance d'encore tirer les bretelles. Et comme ça, j'étais en une pièce, mais un peu blessé, où j'ai fait une quinzaine de jours d'hôpital. C'était terminé. Les aviateurs belges ont été dans toutes les batailles. Ils ont participé aux opérations relatives au débarquement de Dieppe en 1942, à celle du 6 juin 1944 en Normandie, il y a bien d'autres jusqu'à la capitulation de l'Allemagne, le 8 mai 1945. Pour eux, l'important était d'être dans le ciel, de se battre et, si possible, ne pas se faire descendre. Le premier des centraux à avoir rejoint la Royal Air Force est le jeune Levallois, José Blairon. Au début de 1942, il prend part à des missions de reconnaissance et de raids sur les bases de la Luftwaffe, situées en Flandre occidentale. Le 9 mai 1942, son Spitfire est mortellement touché lors d'un duel au-dessus de la mer du Nord. Il est le premier des régionaux à tomber au combat. Il ne sera pas le dernier. Le souvenir de José Blairon est toujours présent ici à Leval? Il est toujours présent à Leval puisque nous avons dédié notre club de petite aviation
l'aéroclub José Blairon. Une plaque commémorative a été posée sur sa maison, qui existe encore. C'était un fervent défenseur de sa patrie, et je crois que le volontariat l'a mené là, quoi. Un passionné d'aviation. Un passionné d'abord d'aviation, c'est vrai, ça c'est un fait. Lors de la capitulation belge, le manageois Robert Mertens réussit à rejoindre l'Angleterre par bateau pour être intégré au 254 Squadron du Coastal Command comme navigateur mitrailleur. Cette unité s'attaque principalement aux convois maritimes allemands. Avec son pilote, Pilou de Teux, il décolle le 11 août 1944 pour sa première mission de guerre. Elle tourne court. En vue des côtes britanniques, alors que leur beau fighter revenait à la base, on le vit piquer et s'écraser en mer. Le sergent observateur Bob Mertens était âgé de 25 ans au moment de sa disparition. Né à Rossay le 26 septembre 1914, Marcel Adrien Sens s'est notamment distingué au cours de la campagne des 18 jours au départ de l'aérodrome de Nivelles. Puis en fait, ils l'ont quitté à deux, Marcel Sirot et lui, et il restait deux avions, et la chasse allemande avait mitraillé les avions qui se trouvaient encore sur le champ d'aviation là. Nivelles était fort touché par les attaques allemandes à ce moment-là. Une partie de la ville a été, on peut parler de rasée vraiment, et certainement incendiée. Et ils ont récupéré les deux derniers avions indemnes, qu'ils ont été garés parce qu'il y avait une procédure dans un endroit théoriquement secret près de Gand. Et là, cet endroit était tellement secret qu'ils n'étaient pas là de 5 minutes que les avions allemands étaient déjà là pour les canarder, les mitrailler. Alors pendant 2 ans, votre papa a fait partie de la résistance également. Oui, oui, il était ici à Bruxelles, il travaillait à ce moment-là, parce qu'il a travaillé donc, pendant 2 ans au ministère de l'Intérieur, je pense. Et il faisait la résistance, oui, tout à fait. Il a fait sauter des ponts. Il n'a jamais cessé de se battre, en fait. Et puis Marcel Adrien va connaître le parcours classique, on va dire, du pilote belge qui entre dans la RAF. Oui, oui, tout à fait. Il est parti... ils ont d'abord été, je vous ai dit, en exode. Ils ont déposé femmes et enfants dans le sud de la France, du côté de Dax. Et puis ils sont revenus et ils sont repartis à 2-3, toujours avec Marcel Sirot, vers la France, vers le sud de la France. Et puis ils ont bien entendu pénétré en Espagne, où ils ont été prisonniers, comme vous dites, c'est le parcours classique. Il y avait des accords avec Franco et les différents gouvernements anglais, je pense, qui ne laisseraient pas les pilotes plus de 3 mois à Miranda. Donc, après 3 mois, ils les libéraient et les Espagnols ne voulaient plus rien savoir. Et en fait, l'air de rien, Franco ne s'est pas mouillé dans le contexte général de la guerre. Dès son arrivée en Angleterre, Marcel Adrien est versé à l'escadrille de chasse 349 et vole sur Spitfire. Quel type d'opération va-t-il mener en fait? Mais la chasse essentiellement, hein, surtout couverture des bombardiers qui déjà commençaient à arroser l'Allemagne. Et aussi vraiment les combats de chasse en Angleterre et en mer du Nord où il est tombé 2 fois, il est abattu 2 fois et on l'a récupéré chaque fois, 2 fois d'ailleurs par des bateaux de pêche anglais. Il y avait des bateaux qui faisaient pratiquement que ça, ils essayaient de récupérer les pilotes. Et il a été récupéré 2 fois et puis il est tombé 1 fois dans le nord de la France et là aussi il a pu être récupéré et retourné en Angleterre. Le sous-lieutenant Sens revendique 2 Junkers 88 dans le ciel de Normandie au premier jour de l'offensive de libération, le 6 juin 1944. Il s'écrase malheureusement le lendemain dans un hameau situé à l'ouest de Caen, le réservoir de son appareil ayant été touché par la DCA ennemie. Et au débarquement, en fait, il couvrait... il y a eu peu d'aviation comme support. Et la 349e était dans les supports de débarquement et il a été abattu par la flak qui étaient donc les Allemands qui suivaient les avions et qui tiraient donc sur les escadrilles en essayant de les abattre et c'est comme ça qu'il était abattu. Il disait que vivre sans voler, pour lui ça n'était pas possible, c'était plus qu'une profession, c'était une passion. Binchois, lui aussi, Jacques Fromont gagne ses galons d'officier au cours de plus de 240 heures d'opération
durant lesquelles il effectue 60 missions roquettes avec le 609, détruisant notamment un pétrolier, un blindé et endommageant une trentaine d'autres véhicules. Il a survécu à la guerre et a poursuivi sa carrière au sein de la force aérienne belge à Floride. Jean Croquet est une autre tête brûlée régionale à avoir rejoint le Fighter Command. Né le 28 février 1918 à Henri-Pont, il projette également de rallier la Grande-Bretagne. Il passe clandestinement la frontière française, transite par Gibraltar et arrive enfin en Angleterre pour incorporer le 349e Squadron. Le 11 février 1944, lors d'un raid dans le nord de la France, sa machine est touchée par un projectile de la flak. Résultat, il est contraint de sauter en parachute à Épernay. Commence alors pour Jean une course lente à travers les bois pour éviter les patrouilles allemandes. Il sera finalement pris en charge par la résistance française jusqu'à la libération de Paris par les forces du général Leclerc le 13 août. Il reprend ensuite sa place dans les escadrilles de la RAF. Démobilisé à la fin de la guerre, Jean est engagé par la Sabena comme pilote au Congo. Le 20 décembre 1953, alors qu'il regagne Stanleyville, il perd le contrôle de son appareil qui s'écrase dans le village de Yakunglo. Le capitaine de réserve Jean Croquet meurt ainsi tragiquement à l'âge de 35 ans. Sur les près de 600 Belges qui sont arrivés en Angleterre, il y en a eu 300, près de 300 qui ont été tués en mission ou autrement. Et maintenant, ce qui reste, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Et maintenant, avec le recul, vous dites, bah, finalement, j'ai eu de la chance. Ah oui, on a eu de la chance. Hein. Ah oui, ça c'est un fait, on a eu une chance terrible. Ah oui, mais il fallait le faire. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. Tomorrow, just you wait and see. There'll be love and laughter and peace.